Tous les gens qui disent bah, tiens, tu peux en fumer juste une, ces connards-là, bah, qu'ils arrêtent de le faire. Quoi. On peut le laisser ça dans l'interview. Alors, bah, je m'appelle Geoffrey, j'ai 47 ans, heureux papa de 2 filles. Et je suis cofondateur de Kuit et de Sobero, qui sont des applications qui vont vous aider à vous libérer de addictions. La cigarette pour la première et l'alcool pour la deuxième. Un peu plus de 4 millions d'utilisateurs depuis le début, 200 000 utilisateurs actifs tous les mois. Après tous les jours, à peu près 20 000 sur la plateforme, 20-25 000. On existe en 13 langues, plus de 100 000 avis. On a plus de 8 utilisateurs sur 10 qui est engagé dans l'application, qui reste non-fumeur. Parce que ce qui est difficile, c'est pas forcément d'arrêter, c'est de le faire sur la durée. J'ai eu la chance d'avoir très petit un ordinateur, donc j'ai découvert le code très tôt. Et donc j'ai rejoint, je vais débuter l'informatique à Ilkirch. Et après ça, j'ai travaillé tout de suite. Et puis à la naissance de ma première fille, j'étais un peu frustré d'avoir qu'un bac+2 entre guillemets. Et donc j'ai repris des études en cours du soir pour faire ingénieur en informatique. Plus tard, j'ai pu évoluer dans ma carrière grâce à ça. J'ai toujours été attiré par tout ce qui est jeu. Alors, pas seulement vidéo, hein, jeux de plateau, jeux de rôle, etc., jeux de cartes. Et donc j'ai beaucoup joué à Magic aussi, donc pour ceux qui connaissent Magic. Et donc là, j'ai plutôt haut niveau, entre guillemets quoi, championnat du monde, de France, d'Europe, etc., etc. Donc voilà, j'ai plus fait ça qu'aller à la fac. Quand tu étais développeur, tu développais. Quoi. Voilà, j'étais aussi intéressé par du design, par de la conception de produits, par discuter avec des usagers, etc. Autant d'aspects que je ne pouvais pas aborder dans mon métier. Et donc j'avais une frustration qui naissait. Et quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone en 2007 et l'App Store en 2008, ça m'a quand même mis une claque et je savais que je voulais bosser là-dedans. Début 2012, je voulais aussi arrêter de fumer. Et donc je me suis dit, tiens, pour m'amuser, je vais faire une petite app pour m'aider. C'était aussi un apprentissage pour moi d'apprendre un nouveau langage. Donc c'était un côté très excitant. Plus là, du coup, pouvoir faire du design, de la création d'app, de la création d'interface, de toutes ces choses-là que je ne pouvais pas faire dans mon boulot. Je le faisais le soir et je le faisais le week-end. Et voilà, et puis mi-2012, elle est sortie. Et puis au bout de 2 mois après, je commençais à avoir des mails de gens qui me remerciaient. Je leur avais sauvé la vie, changé la vie. Donc, quand même. Donc moi, sur mon canapé, tranquille au bidou, je peux avoir un impact à 3000 km de là. Parce que dès le début, en fait, j'avais fait chez mes amis pour traduire l'app en quelques langues. Et donc on était sortis en 5 langues, quoi. Anglais, français, allemand, espagnol et italien, je crois, parce que j'avais des copains qui parlaient ces langues. Et très vite, un des retours de gens un peu du monde entier. Là, c'était la naissance de, je peux, de mon canapé ou de Strasbourg, avoir un impact sur la vie de gens à l'autre bout du monde grâce à un device. Et ça, c'est ouf, et ça l'est toujours, quoi. Et je pense que on voit sur l'accélération technologique, elle est encore présente, quoi. Ce qui a fait que ça a marché comme ça, c'est qu'aussi que c'était un vrai problème qu'on résolvait. C'est pas un bonus, quoi. C'est quand tu as envie d'arrêter de fumer, t'as pas le choix, quoi. On dit toujours quand tu crées un business, tu as les business vitamines et les business médicaments, quoi. Et un business médicament, c'est celui qui peut marcher, parce que le business vitamine, c'est tu peux t'en passer. Si tu coupes dans tes trucs, t'arrêtes d'abord la vitamine, t'arrêtes pas le médicament. On résolvait un problème suffisamment fort, un job to be done suffisamment fort pour qu'il y a... c'est un vrai pain, voilà. C'est un vrai pain, et ce pain, on avait une réponse plus ou moins satisfaisante, en tout cas qui satisfaisait une partie des gens et qui, du coup, faisait qu'on avait ce genre de retour, quoi. Avant, ce que je te disais sur le jeu, quel plaisir j'ai à jouer, qu'est-ce qui fait que je continue à jouer, que je me motive. Tous ces facteurs motivationnels, en fait, je les avais déjà emmagasinés moi-même par le passé, donc je les ai réingurgités autant que possible dans l'application. Et quand tu arrêtes de fumer, la clé, c'est la motivation, c'est pas la volonté. On essaye de rendre l'expérience la plus amusante possible. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Ça peut être une jolie animation, un joli motion design. Quand tu appuies sur un bouton, il se passe un tout petit truc. Ça peut paraître anodin, en fait, mais quand tu as ça dans des apps, même les gens qui ne s'en rendent pas compte trouvent qu'il y a un effet sur l'inconscient. Tu te dis, ah ouais, c'est bien fait, c'est cool, même si ça n'a pas d'utilité au-delà d'être beau ou d'être marrant sur le coup. Tu rappelles aux gens combien ils dépensaient avant. Après, ça reste un peu compliqué pour le fumeur. Moi, j'étais fumeur aussi, hein. C'est pas parce que tu économises, je sais pas, j'ai une connerie, 1000 € que tu as 1000 € de plus au compte en banque, quoi. Souvent, cet argent, il va ailleurs, quoi. Mais cela dit, au moins, tu sais que tu l'as pas mis dans un truc qui te tue, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Entre 15 et 20 cigarettes par jour, donc oui, gros fumeur, un paquet par jour. Pas suffisamment con pour me lever quand il faisait 0 degré, aller faire la queue un dimanche matin à la gare ou un truc comme ça, oui. Ce qui est difficile avec la clope, c'est que tu as l'impression que ça fait partie de toi et que si tu fumes plus, t'es plus toi, en fait. C'est là où ils sont très forts, c'est que ça devient tellement une extension de toi-même que tu n'arrives plus à t'imaginer sans.
Et quand tu te rends compte au final que en fait, ça change pas, je suis toujours moi-même, voire tu es mieux parce que tu es moins stressé, tu dors mieux, tu as tous les bénéfices pour la santé. Même des années après, tu te dis, ah ouais, comment c'était? Ouais, non, mais en fait, j'ai plus envie, quoi. Et l'alcool, c'est un peu pareil, mais c'est encore plus difficile. La vape, à la base, sur le papier, c'était une bonne idée, puisque ça remplace une habitude par la même habitude moins dangereuse, on va dire. Mais après, on se rend compte que autant la clope, on arrivait à pas fumer dans la voiture, pas dans le lit, pas tout ça. Et alors que la vape, c'est partout, tout le temps. Et donc la prise de nicotine, elle est permanente. Et au final, ça monte encore ton niveau d'anxiété. Et puis le pire, c'est qu'on le savait, hein, parce qu'on a, on va dire, les États-Unis, ils avaient 5 ans d'avance sur ça. Et puis c'est ça qui a fait aujourd'hui les puffs, hein, tout ça qui arrive aujourd'hui et qui font que tu as des gamins à 10, 12 ans qui commencent à puffer. Et c'est comme au début, ils voulaient empêcher tous les goûts menthe, sucré, tout ça, ce qui aurait été déjà une très bonne chose, parce que si tu es censé être un outil qui aide les fumeurs à arrêter, tu leur donnes leur goût de cigarette, ils sont heureux. C'est comme les canettes de vodka pomme, tu remets du sucre dans un truc toxique et les gens ils y vont. Hein. Si on fait un jour une troisième vape, ce sera certainement le sucre. Quoi. Parce que c'est aussi un des gros poisons de la société. Les défis, on en a tous les jours. Après, quand tu crées une boîte, tu dois le savoir aussi. Hein, c'est toujours des roller coasters. Un des trucs les plus difficiles, ça a certainement été d'avoir une validation médicale des médecins. Non, mais ça ne peut pas marcher, c'est une application, blablabla. Alors que l'OMS nous recommande. Donc si les médecins nous recommandent et nous valident, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Et 2018, donc on avait écrit la boîte il y a un an et demi. Et je voulais faire un hackathon pour le fun, donc on a gagné 0 prix, hein, évidemment. Non, mais sans médecin, ça peut pas marcher, allez voir des médecins, votre truc, ça marchera jamais. Ça me fait bien marrer, quoi. Donc donc on a été confrontés, même aujourd'hui, les leaders d'opinion dans le tabagisme en France, les tabacologues français haut placés, ils nous aiment pas du tout, quoi. Donc quand tu as une app, tu le vois, les gens ils veulent que ça évolue, ils veulent des nouveautés, ils veulent des petits trucs qui changent. Et si tu fais le chemin totalement médical, en fait, ton application elle s'arrête d'évoluer. Et donc c'est assez frustrant. Donc on se dit, si demain on doit être remboursé, prescrit, parce que ça commence à être possible, ça voudra dire qu'on devra dire plein de parties de cuite arrêtent de bouger, quoi, ce qui est quand même un peu triste. Et donc je pense que les lois et la façon de juger justement les solutions numériques de santé devraient s'ajuster. Et aujourd'hui, ça ne prend pas le chemin. Quoi. Il faudrait qu'on fasse des études cliniques, mais les études cliniques, c'est si tu fais sur un objet qui ne bouge plus. Comme tu as changé ce mot-là, tu as changé la couleur, tu as rajouté cette fonctionnalité, est-ce que c'est plus efficace, moins efficace, toujours pareil? Remontre-moi des preuves. Et donc ça, je pense que demain, il faudrait trouver des critères un tout petit peu différents pour juger les solutions digitales, mais ça se trouve, ils ne le feront pas, hein, ça j'avoue, je ne sais pas. Quand ils mettent un 5 étoiles sur l'App Store ou le Play Store et qu'ils nous remercient, c'est déjà cool. Ils nous écrivent des mails des fois pour nous remercier sur les réseaux sociaux. En 2019, on était allé au Web Summit, qui est un très gros event tech, plus gros que Vivatech au Portugal. C'était dans la file, quelqu'un portugais est venu, ah vous êtes cuit, c'est génial, merci, j'ai arrêté de fumer grâce à vous, tout ça. Donc on était même à 3000 km d'ici, des gens nous connaissent et nous utilisent. Donc ça c'est plutôt cool. Mais ça c'est plus ego trip quoi. Après fondamentalement je m'en fous, mais je suis heureux d'avoir un impact. Mais voilà, c'est plus d'ego qu'un vrai truc sur lequel se reposer. Quoi. Donc on était tous super contents et super fiers de ça, mais voilà, donc c'est cool quand les gens te reconnaissent pour un truc que tu as fait. Réussir à partir de Strasbourg de faire un truc, c'est bien. Ça aide. Après, c'est vrai que plein de choses se passent à Paris, quoi. Donc c'est vrai que pas mal de réseaux. Je suis sûr que si on avait été à Paris, ça aurait pas été la même levée, pas le même montant, pas le même tout ça, quoi. Donc c'est une levée de fonds, c'est pas tu croises un investisseur et puis le lendemain il dit tiens je te fais un chèque, quoi. C'est une relation qui peut mettre des années à se construire. L'investisseur il va te voir évoluer, il va faire confiance en l'homme et quand il aura confiance, il va investir. Et si t'es pas en contact avec les fonds d'investissement régulièrement, c'est un peu tu viens, le niveau d'exigence demandé sera plus élevé que si tu les croisais régulièrement et que tu pouvais sympathiser. Parce que dès que tu as un côté émotionnel, tu certainement certains critères d'exigence. Et pareil, des appels à projets, certainement des deals avec certaines boîtes qu'on aurait pu certainement faire si on avait été à Paris et pas à Strasbourg. Quoi. Mais après, le Grand Est essaye, on va dire, c'est pas la pire des régions, quoi. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. On a toujours dit on a fumé de tout temps. En fait, non, on n'a pas fumé de tout temps. C'est pas vrai. Nos ancêtres ne fumaient pas de cigarettes, de tabac. Alors, il y avait des pays où ils chiquaient des trucs, quoi, mais c'était pas la cigarette telle quelle. Un Hollandais ou j'en sais rien qui était allé dans un pays où il s'est rendu compte qu'il y avait la cigarette.
Il a fumé la cigarette, il a trouvé ça cool et du coup ils ont commencé à en exporter partout et je crois que c'est le produit qui a connu la croissance exponentielle le plus tôt dans l'histoire. En l'espace de 50 ans, dans tous les ports, dans plein de pays, ils ont commencé à fumer. Et c'était les marins qui ont ramené ça, mais ça montre effectivement que quelque part le tabac ça a été le premier produit qui a eu comme ça une diffusion mondiale en l'espace de quelques années. C'était incroyable. C'est parmi les mesures les plus efficaces. Chaque fois qu'ils augmentent le prix du paquet, il y a forcément un impact avec moins de gens qui fument ou plus de gens qui essayent d'arrêter. Et la clé, elle est là. Mais par contre, aujourd'hui, il y aura une transition vers la vape, une transition vers d'autres produits, vers du IQOS, vers tout ça. Donc à voir quelle mesure c'est encore utile. Mais normalement, en tout cas d'après le chercheur qu'on avait chez Quid, ça restait la mesure la plus efficace. En fait, on dit toujours que la cigarette rapporte de l'argent, mais ils avaient publié un article dans les Échos il y a 6 mois. Ils avaient calculé le coût social de la cigarette. Donc ils avaient pris ce que ça coûtait, mais ce que ça faisait perdre aussi à la société. C'est 136 milliards par an qu'on perd. Et l'alcool, c'est 106. Alors après, ils mettaient aussi la perte de productivité. Si l'État finance les études de quelqu'un et que cette personne elle meurt d'un cancer des poumons avant qu'elle ait fini de cotiser, il y a une perte. Le coût des soins, le coût de la perte de productivité, ce coût-là, après c'est aussi un gain pour les retraites. Donc je pense qu'ils ont aussi mis le gain pour les retraites du côté bénéfice. Parce qu'un fumeur qui meurt à 60 ans ne coûtera rien à l'État en termes de retraite. Il devra cotiser toute sa vie pour rien. Il y a des bonnes mesures qui avaient déjà été prises. Tout ce qui était interdiction de fumer dans certains lieux publics, les parcs sans tabac, c'est une super bonne chose. Donc c'est dénormaliser la consommation. Les modèles, quand tu as 12-13 ans, c'est pas les gens qui ont 50 ans ou 40 ans, c'est les gens qui en ont 20. Les gens cool. Donc si les gens de 20 ans, ils consomment moins devant des gens de 12 ans, 13 ans, les gens de 12 ans, 13 ans, ils seront moins attirés. Etc. Et le pire, c'est qu'on n'était pas loin, parce que la fumée, c'était devenu un peu nul. Et la vape, elle a tout changé. Que la vape a re-rendu le fait d'avoir de la fumée qui sort de la bouche cool, en fait. Donc on reprend, on est reparti pour 10 ans de travail. On va pas réussir du premier coup. Il faut en moyenne entre 3 et 32 essais pour réussir à arrêter de fumer. Et en fait, chaque essai, c'est un apprentissage. Et même si on tient que 3 jours, c'est pas grave, il faut les tenir ces 3 jours, il faut en chier. Mais qu'au début, il faut s'accrocher, c'est pas très grave si on prend un peu de poids. Si on stresse sur le poids, faire plus d'activité physique. Et que c'est les moyens les plus simples qui marchent. C'est boire un verre d'eau, c'est se distraire, c'est repousser de quelques minutes, se dire tiens, j'ai vraiment envie de fumer, mais je vais essayer de tenir 5 minutes. Travailler sur sa respiration. Donc c'est quelques astuces de base qui marchent aussi pour la gestion du stress, en fait. C'est apprendre à gérer son stress et ses émotions. Donc c'est des compétences qui servent au-delà de l'arrêt du tabac. À tous les gens qui disent tiens, tu peux en fumer juste une, t'as arrêté il y a 3 mois, bien on en fume juste une, c'est qu'ils arrêtent de le faire. On peut le laisser ça dans l'interview. C'est assez dur quand tu as des groupes de fumeurs comme ça qui ont l'habitude de tout en sortir. Quand je fumais au boulot, c'était pareil, on avait nos rituels et puis quand on a un qui se lève, tout le monde se lève. Et donc ça, j'ai souvent dans l'app des gens qui disent je stresse lundi, je vais au boulot et comment ça va se passer. Donc le conseil, c'est de continuer à sortir avec les gens, prendre sa tasse de café, sa tasse de thé, un verre d'eau, un truc à mettre dans la bouche, n'importe quoi, et puis rester avec les gens même sans fumer. Et leur dire je reste avec vous, mais non, j'ai arrêté. Non, il n'y a personne qui fume chez Quid. Et on a déjà eu dans le passé des fumeurs ou des anciens fumeurs. Et voilà, les gens font ce qu'ils veulent, on est assez libre chez nous. Non, ils n'ont pas été virés pour ça. Okay. Et la plupart avaient arrêté d'ailleurs avant de partir, donc ils ont quand même réussi. Continuer à, renforcer la stabilité financière de la boîte, histoire d'être totalement serein. Et continuer à bien bosser sur le produit, à tisser des partenariats avec des grosses boîtes pour renforcer cette partie B2B entre guillemets. Et l'étape suivante, c'est de trouver des gens qui veulent arrêter de fumer avec de l'aide et qui ne penseraient pas forcément à une app et tout ça. La plupart des gens, quand on leur dit ce qu'on fait, ils disent « Ah ouais, on peut arrêter de fumer avec une app, On est encore là. » Et c'est logique, Après, c'est évident pour les gens qu'on peut se remettre au sport avec une app, faire du yoga avec une app, apprendre une langue avec une app, on peut faire tout ce que tu veux avec une app, pourquoi pas arrêter de fumer, Donc voilà. Donc on doit passer par cette étape de mettre Quid dans la main du plus grand nombre. Donc le challenge, c'est ça. Donc à long terme, l'ambition, c'est toujours la même, c'est que tous les gens qui en ont besoin nous trouvent,
Donc Sobero, on l'a lancé en décembre 2022. C'était le boulot d'1 an, très intense. On a fait un super produit et aujourd'hui, on a déjà un bel impact. Je pensais toucher plus les alcoolodépendants légers qui boivent tous les jours, mais pas forcément de bouteilles, quoi. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans l'app, c'est vraiment des gens en souffrance qui ont des consommations plutôt élevées. Alors soit régulières tous les jours, beaucoup, soit occasionnelles, mais qui leur posaient des dégâts, quoi. Donc avec des blackouts, avec perte de contrôle, qui se retrouvent la tête dans le caniveau à 4 h du matin. Voilà, donc c'est des gens qui sont dans une vraie souffrance, une vraie détresse. Et sur une bonne partie d'entre eux, on a déjà un impact, puisqu'il y en a qui sont maintenant sobres depuis plusieurs semaines, mois. Donc c'est plutôt bien. Après, on est un peu frustré de ne pas avoir plus de moyens aujourd'hui à mettre pour faire plus connaître Sobero. Mais voilà, c'était la stratégie on s'est vraiment concentré sur Kuit en 2023. Donc malgré tout, Sobero continue de croître, donc c'est bien. Aujourd'hui, on aimerait bien aussi adresser à minimum le sucre. Après avoir fait des cigarettiers, après avoir fait les alcooliers, s'attaquer à Coca-Cola et à Nestlé, ça me paraît pas mal comme ambition, histoire d'être aimé de tout le monde. Pour les drogues dures, je pense que c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement plus humain. C'est là que les assos sont certainement très très efficaces et plus utiles. Voilà, après il faut aussi voir ce que donneront les politiques autour du cannabis. Et derrière, on peut traiter d'autres troubles avec les nouvelles technologies, que ce soit des troubles du sommeil, de l'anxiété, de l'angoisse, voilà, ce genre de choses. C'est qu'on essaie quand même d'aider les gens et pas de leur vendre tout et n'importe quoi, de rendre un vrai service. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre cet outil dans la main du plus grand nombre, quoi. Et ça, ils sont alignés aussi avec ça, quoi, parce que s'ils sont ils sont dans la main de personne, et plus on a des revenus qui suivent. J'ai une bonne partie qui sont assez engagés, qui peuvent m'aider quand ils peuvent m'aider, qui me soutiennent dans les moments difficiles. Non, aujourd'hui, on a quand même de la chance. Le seul regret, c'est que j'en ai vraiment aucun qui est spécialisé dans les apps mobiles. Et donc ça, c'est peut-être le seul regret, mais sinon, non, ils sont cool, ils sont engagés. Quand tu vois l'impact sur la personne, humain, social, sociétal, tout ce que tu veux, de la cigarette ou de l'alcool, vouloir gagner un peu d'argent et régler ses problèmes, ça me choque pas. C'est un milieu, en tout cas en France, qui est très associatif. C'est aussi quelque part du fait des lobbies. Parce qu'ils se disent, mettons ça un peu comme si c'était des gens annexes qui vont rendre service sur 50, 100 personnes tous les ans. On est tranquille, on pourra continuer à vendre de l'alcool, des cigarettes à volo, quoi, ou de la drogue. Alors que des boîtes, entre guillemets, comme Kuit, qui ont une vocation à être scalables, qui sont scalables, où nous, toucher 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes, c'est pareil, ça peut faire un peu plus peur. Alors, les assos font un super boulot. Mais par contre, voilà, c'est avec des moyens restreints. Et c'est vrai qu'on peut être vu comme une menace par beaucoup de gens. Les tabacologues peuvent nous voir comme une menace, certaines assos peuvent nous voir comme une menace, alors qu'au final, on est là pour faire quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire et elles font des choses que nous, on ne peut pas faire, quoi. Donc ce serait mieux plutôt de voir comment on peut être complémentaire que d'imaginer qu'on va se détruire, quoi. On a conscience qu'il y a les lobbies, on a conscience que c'est mal et il ne faut pas s'attendre à ce que, un État tout-puissant vous mette dans les mains tout ce qu'il vous faut, quoi. Il faut que les gens se bougent eux-mêmes, quoi. Donc ceux qui ne fument pas, il faut qu'ils fassent en sorte que ceux qui connaissent ne fument pas ou qu'ils arrêtent, et ceux qui fument, il faut qu'ils se bougent pour arrêter et savoir que c'est possible et que c'est pas, la cigarette ne les définit pas. Voilà. C'est beau, hein? Je t'en prie. Merci.